Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'entrée en position et je vais vous livrer une entrée en position à très haute probabilité sur les marchés. On va parler d'entrée en position ou de setup. C'est la dernière confirmation qui vous fait entrer sur le marché, qui vous dit d'acheter ou de vendre le marché après une analyse au préalable. Donc d'abord le billet, est-ce qu'on est acheteur, est-ce qu'on est vendeur. On va déterminer le sens des positions qu'on va chercher, est-ce qu'on va chercher plus d'oppositions à l'achat ou à la vente. Une fois qu'on a un billet, généralement on va passer sur une zone. On veut un niveau de prix, ça peut être des niveaux de points pivots. Si on utilise des indicateurs techniques, ça peut être des FVG, des order blocks, bref, des previous day high, des previous day low. Il y a plein de zones qui existent sur les marchés. Et puis ensuite, il y a le setup. C'est la dernière confirmation. Est-ce qu'on achète le marché? Est-ce qu'on vend le marché? C'est cette petite confirmation sur les unités de temps généralement plus petites. Donc tous les traders, peu importe le style de trader, que ce soit des traders SMC, des traders classiques d'indicateurs techniques, d'Ichimoku, de price action, peu importe les styles de traders que vous côtoyez, que vous voyez sur internet ou autre, tous les traders en tout cas qui gagnent de l'argent et qui ont une certaine régularité, rentabilité sur les marchés, utilisent ce triptyque-là, billet, zone, setup. C'est les fondamentaux du trading. Tout le monde a un billet, ce qu'on achète, c'est ce qu'on vend le marché. Après, un billet plus ou moins fort, un billet plus ou moins versatile. Si on est en day trading, on va changer beaucoup plus rapidement de billets. Donc voilà, mais tout le monde a un billet. Tout le monde sait que dans cette zone-là, on va acheter le marché, dans cette zone-là, on va vendre le marché, ou dans cette temporalité, durant cette semaine-là, on va plutôt penser à acheter le marché. Pendant ce mois-là, si on traite sur des unités de temps plus hautes, on va penser à acheter ou vendre le marché. Tout le monde a un billet d'une temporalité différente, parce qu'un swing trader va avoir un billet qui dure beaucoup plus dans le temps qu'un day trader. Mais tout le monde a un billet. Ensuite, une zone, bah, évidemment, on va pas acheter le marché n'importe comment, à n'importe quel niveau de prix. On veut un niveau de prix intéressant pour acheter le marché. Et puis ensuite, un setup, c'est la dernière petite confirmation pour rentrer sur le marché sur des unités de temps plus basses. Donc, généralement, également, tout trader trade et pas mono unité de temps. Il trade pas qu'une unité de temps, il va trader plusieurs unités de temps. Le billet se détermine sur les unités de temps un peu plus grandes, les zones également, voire une unité de temps intermédiaire, et puis ensuite le setup sur généralement l'unité de temps la plus faible de la stratégie. Donc en tant que setup, je vais vous livrer un setup que je trouve très intéressant pour entrer sur les marchés à très haute probabilité. C'est tout simplement une double fair value gap. Donc, j'ai déjà parlé pas mal de fois de ce que c'était une fair value gap. On va pas revenir sur la définition purement théorique. On a fait plein de vidéos sur la chaîne. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à notre chaîne YouTube et mettre la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On sort plein de vidéos, on a sorti des tonnes de vidéos, et on explique, régulièrement, ce qu'on pense des marchés, comment les analyser, que ça soit pour des débutants, parfois des vidéos plus avancées. On aime bien également, récupérer des statistiques sur les marchés. On a fait 2 vidéos la semaine précédente, les 2 semaines précédentes sur des datas sur la New York Session et la London Session. Donc n'hésitez pas à les regarder. Parenthèse fermée, donc voilà cette entrée en position, une entrée de WVG. Donc on arrive sur la zone, on va admettre que dans ce petit exemple, on va voir ensuite des exemples concrets. On a un billet acheteur, donc on souhaite acheter le marché. On a également notre zone où on va acheter le marché, ça c'est notre zone d'achat. Mais maintenant, la zone peut se faire transpercer très rapidement et dans ce cas-là, on prendrait beaucoup de risques à acheter le marché dès qu'on la touche. Donc on va chercher une confirmation comme quoi on est bien en train d'avoir un reversal sur cette zone, de passer sur une unité de temps plus faible, d'un petit mouvement baissier à un mouvement haussier d'une plus grande ampleur où on va pouvoir aller chercher de l'argent. Donc on a un billet acheteur, on sait que sur une unité de temps plus importante, on veut acheter le marché. On a un niveau de prix où on sait que c'est sur cette zone-là qu'on va acheter le marché, mais il nous faut notre dernier go. Et notre dernier go, ça peut être une double fair value gap. Donc par exemple, dans cet exemple-là, qui explique très concrètement ce que c'est, on arrive sur le marché, on laisse une première fair value gap à la hausse, évidemment, il faut que ça soit des fair value gap haussières, on s'en fiche des fair value gap baissières, ça sera pour une position vendeuse. Donc on met une fair value gap haussière, qu'on va compléter, qu'on va mitigate, appelez ça comme vous voulez, qu'on va remplir. On complète la fair value gap. Et ensuite, deuxième impulsion, qui va laisser une autre fair value gap. Et là, on va rentrer en position sur cette fair value gap avec un stop loss sous ce creux-là ou alors sous le creux, le premier creux. Évidemment, plus il y a de barrières, plus le risk-reward ratio est moins important, mais plus la probabilité d'aller au TP est plus importante, c'est toujours la même chanson. Le taux de réussite d'une stratégie est lié directement au risk-reward ratio moyen. Si vous avez des risk-reward ratio moyens de 5 pour 1, votre taux de réussite sera très faible. Si vous avez des risk-reward ratio moyens de 1 pour 1, votre win rate sera beaucoup plus élevé. Bon, c'est toujours la même chanson. En tout cas, on peut être rentable avec un peu tout type de risk-reward ratio et de taux de réussite. Après, tout le reste, c'est une question de limite psychologique. Est-ce qu'on préfère gagner des trades souvent et gagner moins d'argent quand on les gagne, ou est-ce qu'on préfère gagner moins souvent et gagner plus d'argent quand on les
les gagne. Deuxième parenthèse fermée, donc moi je pense que c'est quand même plus intéressant, hein, très honnêtement, parce que généralement après il faut aller chercher des targets, donc de mettre le stop loss sous le creux intermédiaire et pas sous ce creux-là. Donc moi je pense que c'est quand même intéressant de fonctionner sur ça, sachant qu'en fait on peut même se dire que là on a un order block, donc ça fait sous l'order block. Moi je pense que ça fait sens de placer le stop loss sous cette zone intermédiaire que sous la plus grosse zone. Après ça peut dépendre des cas. Donc fair value gap, première fair value gap, on rentre sur le marché, première fair value gap complétée, deuxième fair value gap, et on rentre à l'entrée de la fair value gap, stop loss en dessous et TP plus loin. TP qui peut être défini sur une autre fair value gap, sur une unité de temps supérieure, sur la prochaine zone, ou alors des risques de ratio fixes, 2.5, 3, 3.5 et ainsi de suite. On file et ensuite on rentre. Alors, dans un setup haussier, il faut, donc là c'est un setup haussier, hein, on achète le marché, hein, donc si on prend un buy, un long, il nous faut une fair value gap haussière comblée ici, puis une fair value gap, une deuxième fair value gap haussière, et c'est là où on va prendre la position. Pour un setup baissier, c'est l'inverse. Fair value gap baissière comblée, fair value gap baissière prise de position. Les prises de position possibles, il y en a deux. Soit à l'entrée de la fair value gap, comme je l'ai fait. On admet que là, on a une fair value gap et donc on place notre point d'entrée à l'entrée de la fair value gap. Soit on peut très bien se dire au 50% de la fair value gap. Donc on va tracer les 50% de la fair value gap avec notre outil Fibonacci par exemple. On se met à la moitié de la fair value gap, et donc on a une deuxième entrée possible. Inconvénient, avantage des deux entrées, assez simplement, si vous entrez au 50%, vous allez entrer plus bas. Donc vous allez, dans certains cas, louper des trades. Par contre, vous aurez un risk-reward ratio plus grand. Là, vous voyez, on a un risk-reward ratio de 3,6. Par contre, il y a des fois où on va juste être à l'entrée de la fair value gap et vous n'allez pas être exécuté. Donc vous avez moins de positions, mais un risk-reward ratio plus gros. Et puis si vous décidez, ce que je préfère à titre personnel, trader, rentrer au début de la fair value gap. Vous allez rentrer plus souvent, et j'ai supprimé un chandelier, boum boum, vous allez rentrer, excusez-moi, boum, vous allez entrer plus souvent, mais par contre vous avez un risque reward ratio moins important. Donc là on a les 3,6, là on a 2,8, c'est normal parce qu'en fait le prix d'entrée est ajusté, il est un peu plus haut. Donc la distance avec le stop loss est un peu plus importante. Donc il y a soit à l'entrée de la fair value gap, soit au 50% de la fair value gap. Ce que je peux dire là-dessus, c'est toujours agir de la même manière. Si vous décidez de faire les entrées de fair value gap, faites toujours les entrées de fair value gap. Si vous décidez de faire les 50% de fair value gap, faites les 50% de fair value gap, mais faites-le toujours. Et puis deuxièmement, également, vous pouvez comparer le nombre de positions à travers un backtest. Donc vous pouvez faire un backtest complet et essayer de voir la différence en termes de nombre de positions, en termes de risk-reward ratio moyen, en termes de win rate entre les deux entrées possibles, pour voir s'il y a peut-être une entrée plus intéressante que l'autre à trader. Dans tous les cas, faut s'y fixer parce que si on décide de faire à l'œil à chaque fois, on va se frustrer et on va se dire ah j'aurais dû faire ça, ah non j'aurais dû faire ça. Alors quand on agit toujours de la même manière, on oublie qu'il y a une autre possibilité de faire. Et je pense que c'est la meilleure manière de fonctionner. Petite variante possible parce que bah voilà, là c'est intéressant de fonctionner comme ça, moi je pense. Mais on peut également se dire de fonctionner autrement. Fonctionner autrement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire on fait une première fair value gap, mais elle ne va pas être comblée parce que le marché a bien réagi sur la zone et il retrace très peu la première impulsion. On a une deuxième impulsion, on va relaisser un fair value gap. Et là, on va rentrer sur ce fair value gap là. Donc pareil, il y a deux entrées possibles, soit on rentre à l'entrée, soit on rentre au 50%, peu importe. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que ça, c'est un deuxième cas qui peut arriver souvent. Soit on trade les deux cas, soit on trade un cas des deux. Moi, je pense que si on se refuse de trader ce cas, on aura beaucoup moins de positions, et ça, c'est un cas qui peut être intéressant. C'est-à-dire qu'on ne vient pas combler cette fair value gap là, donc elle reste incomblée. Elle reste fair value gap, hein, elle sera comblée par le marché certainement plus tard. Mais en tout cas, elle reste existante parce que le marché fait un reversal très rapidement. Alors on peut se dire que du coup, forcément, vu qu'elle n'est pas comblée, le marché peut revenir la combler après pour repartir ensuite. C'est pour ça que l'entrée idéale de ce pattern-là, c'est celle-ci, c'est le premier cas. Ça, c'est une deuxième variante un peu moins intéressante, mais qui peut nous permettre de prendre beaucoup plus de trades et parfois aussi de très jolis trades. Avec un petit peu moins de probabilité de succès, mais peut-être beaucoup plus de positions. Donc si on a toujours une rentabilité avec ce pattern-là, finalement, à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin du semestre, on peut faire plus de gains. Parce qu'on a pris plus de positions, peut-être un petit peu moins rentable, mais vu qu'on a pris beaucoup, beaucoup plus de positions que si on avait pris que ça, on peut gagner plus d'argent au final. Donc on peut très bien se dire, là, c'est un comblé, j'en fais une deuxième, et je rentrerai en position ici. Après, pourquoi pas un stop loss sous le fair value gap, du coup. Comme ça, si on revient le combler, on a quand même une chance. Mais ça peut faire un peu loin dans certains cas. Donc voilà la variante. On peut soit trader celle-ci, soit trader celle-ci, soit trader les deux.
Voilà. Pour moi, c'est soit on trade que celle-ci, soit on trade les deux. Mais ça va être rare qu'on va trader que celle-ci sans trader la première version. Donc pareil, hein, pour un setup baissier, c'est la même chose avec des fair value gap à la baisse et avec une zone au-dessus, hein, qui forme une résistance. Là, on a un support. On va aller voir des cas concrets directement sur les marchés. Ok, donc là on se retrouve sur un cas pratique, un cas réel, un peu plus intéressant qu'un cas théorique, parce que vous l'avez bien vu, mais mon schéma théorique, bah forcément a des limites, hein. Le marché ne fait pas exactement le même schéma, toujours première fair value gap, comblé, deuxième fair value gap, on prend la position et on va gagner. Bien évidemment que les marchés sont plus complexes que ça. Il faut comprendre la philosophie de ce setup, et un cas réel est toujours mieux pour l'expliquer. Donc, on va admettre que le billet et la zone sur les unités de temps un peu plus hautes, en H4, sont parfaits. On a un billet baissier, on a une bonne zone. On va pas se concentrer très longtemps sur ça parce que évidemment c'est pas l'objet de la vidéo. On a fait plein de vidéos là-dessus. Donc, on va admettre que voilà, on a notre dernière impulsion ici, hein. D'ailleurs, on a fait un break of structure là. On a fait un joli break of structure ici. Donc on est dans un mouvement baissier, on a fait une impulsion, on est en train de corriger. Et nous, pour corriger, on veut revendre le marché parce qu'on a un billet baissier, mais on veut le vendre dans cette zone premium. On ne veut pas le vendre ici, le marché, parce qu'il y a déjà une belle extension du prix. On veut attendre que ça retrace pour reprofiter d'une nouvelle impulsion baissière. Donc là, on a la premium zone ici. Voilà, on a la zone premium ici où on souhaite vendre, et puis la zone discount où on souhaite acheter, si on avait un billet haussier, mais bien évidemment, généralement, cette zone, on va pas chercher à vendre le marché et on va pas chercher à acheter le marché ici. Donc on veut vendre dans cette zone, au-dessus des 50% de l'impulsion. On a un joli breaker block ici qui a échoué, un order block qui a échoué, donc on a un beau breaker block là, hein. On voit que cette zone est aussi très intéressante pour vendre le marché. Alors, je vais l'ajuster peut-être en H1 très rapidement après. Voilà. Euh, ouais, parfait. Ok, donc là, excusez-moi, là, on a une zone de breaker. On a les 61,8 tout proche. On a de la fair value gap ici en quantité. Donc en fait là on a une belle, un beau cluster, hein. On a les 61,8 ici, on a une fair value gap ici qu'on est en train de combler, une zone de breaker block, et en plus on est dans la zone premium. Donc autour de cette zone, notamment la zone de breaker, ça peut être intéressant de vendre le marché. Donc on va retracer. Voilà, on est en train de retracer le marché. Et puis là, on va aller sur des unités de temps un peu plus faibles. Voilà, on rentre dans le breaker block. Évidemment, c'est un catégorie qui fonctionne, hein. Le but, c'est de vous donner un exemple, mais même parfois, quand le billet, la zone, je préfère faire ce disclaimer parce que il y a peut-être des débutants qui me suivent, mais même quand est bon, tout est opérationnel, on perd de l'argent, hein. Le but du trading, c'est de gagner plus d'argent que ce qu'on va en perdre, mais on va perdre de l'argent, on va laisser de l'argent au marché. C'est juste avoir une probabilité de gagner de l'argent plus importante qu'une probabilité d'en perdre à la fin d'un bilan un peu éloigné. Ça peut être le semestre, ça peut être l'année, ça peut être le mois. Et le but, voilà, c'est de se dire que bah, j'ai laissé de l'argent au marché, mais j'en ai pris plus que j'en ai laissé. Mais même quand tout est réuni, quand on a fait la meilleure analyse possible, eh ben, on perd de l'argent sur les marchés parce que le trading n'est pas un business de certitude, mais bien évidemment un business de probabilité. Et quand il y a des probabilités, bah, il n'y a pas de certitude, donc on n'est pas sûr de gagner parce que parfois on perd. Donc on est dans notre zone de breaker, et puis là on va aller en 15 minutes dans une unité de temps plus petite pour essayer justement de chercher ce qu'on est venu chercher, une impulsion avec fair value gap, on comble les fair value gap, et une deuxième impulsion avec du fair value gap pour prendre position. Donc là on est dans notre zone, va falloir que le marché s'inverse, hein. Donc va falloir casser des structures par le bas. Va falloir casser des structures par le bas, et c'est ce qui est fait juste ici. Donc là, vous voyez, on a un beau choche, hein. On est dans une tendance baissière en H4, sur des grosses unités de temps, mais en M15, parce qu'il y a une fractalité, ça c'est une tendance haussière. Donc on a une tendance haussière en M15 au sein d'une tendance baissière H4. Donc on laisse du fair value gap dans cette première impulsion de retournement. Intéressant. On en laisse deux. Donc on a un beau mouvement impulsif, on a une fair value gap ici, puis une fair value gap ici. On va attendre le prochain chandelier. Ouais, bon, on avait de la fair value gap ici qui est quasiment comblée. On est dans notre impulsion, il va falloir que le marché corrige, puis refasse une impulsion. Donc là, le marché ne corrige pas énormément. On relaisse, non, il n'y a pas de fair value gap ici. Donc là, pour l'instant, hein, le marché est dans sa première impulsion. Voilà. Le marché dans sa première impulsion ici. Et donc on va essayer on va laisser le marché combler un peu, revenir
retracer parce que pour l'instant on est descendu très froidement. Vous voyez qu'on n'a pas corrigé beaucoup. Là, ça serait sympa voilà, de corriger. Si on prend la mèche la plus basse, c'est la mèche la plus haute ici. De corriger au-dessus des 50%, voire des 61,8 pour montrer qu'il y a une belle impulsion. Le marché s'est essoufflé, a corrigé et est reprêt à partir dans l'autre sens. Donc voilà, le marché a corrigé. Il comble la fair value gap. Et là, boum, là, on laisse une très belle fair value gap. Et là, on rentre dans notre deuxième impulsion. Deuxième impulsion avec un fair value gap. Et donc, ce qui va se passer ici, oups, excusez-moi. Donc là, on a notre deuxième impulsion, c'est bon. On rentre sur le marché, au marché. On va dire qu'au niveau du billet et de la zone, tout est bon. Et au niveau du setup, également, on a notre première impulsion avec les fair value gap comblé en partie. Celui-là n'est pas comblé, celui-là il est très très haut. On a comblé quand même une grosse partie de ce fair value gap là qui était un peu plus important. Et là, on a refait une deuxième impulsion. Et ici, on va vendre le marché. Alors, soit ici, soit au 50%. Moi, voilà, hein, on peut faire les deux. On va mettre le stop loss. Alors, le stop loss, on peut le mettre soit au-dessus de ce creux, soit au-dessus des fair value gap, soit au-dessus du plus haut creux, hein. Mais alors là, il faut aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, si ensuite on va chercher ces zones-là, ça peut être intéressant, mais effectivement, ça fait un peu loin. Au-dessus de ce fair value gap, ça peut être intéressant. Il y a le fair value gap intermédiaire ou juste au-dessus de ce creux, sinon. Juste au-dessus de ce creux-là, et ensuite, on peut se dire, bon, ça dépend de la stratégie. Voilà, on peut très bien se dire qu'on va essayer d'aller chercher cette zone ici, qui me paraît assez cohérente. On a un risk-reward ratio entre 2,5 et 4. Moi, c'est les risk-reward ratio que j'aime bien chercher. L'entrée de cette zone-là, il y a un peu de fair value gap, c'est une sorte d'order block, ça me va. Maintenant, il faut être exécuté. Il faut rentrer dans le marché. On rentre très fortement dans le marché. Le marché rejette, évidemment, parce que j'ai triché et que je connaissais l'exemple personnellement. Donc forcément, on va gagner la position de façon assez rapide. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre d'exemple. Impulsion laisse des fair value gap, on corrige fortement. Deuxième impulsion laisse les fair value gap, on rentre dedans et boum, le marché chute. Enfin, le marché chute et on rentre dedans, quoi. Donc M15 avec une zone H4, c'est cohérent. Si on va déterminer des zones en H1, on va plutôt essayer, enfin des zones et où le billet en H1, on va plutôt essayer d'aller déterminer ce setup, enfin ou les setups d'une manière générale en M5 ou en M3. Ça me paraît quand même plus cohérent de fonctionner comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que ça vous aidera dans votre trading personnel. C'est vraiment un setup qui peut se trader comme ça en tant que tel, hein. Il n'y a pas besoin de setup plus compliqué, c'est un setup qui est efficace, à haute probabilité. Faites des backtests, allez récolter de la statistique, de la data autour, et je vous assure que vous allez avoir des très beaux résultats avec ce genre de setup. N'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo, s'il vous plaît. Ça permet de référencer et de donner de la visibilité au contenu si vous l'appréciez. Mettez un petit like, un commentaire, et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à tous et on se dit à la prochaine. Bye.